To really get the full story, you've got to go back to when we met. I mean, it really does feel like a lifetime ago. We were friends for almost a year before we played any music together. We all lived in the same student halls of residence. Most people would have found their bandmates by advertising Drummer Required in the back of the NME or something like that. I think in our case it was different because we all really knew this is the group that we want to form, this is who we want to be with. We met at University College London. We were all studying to be in bands. This is UCL Domo. Come closer towards it. We're going into college now. This is Stallion. I've been expecting you. Come on in. Trust your journey was pleasant. Let me show you a room. College was just a sideline, you know. I thought that was a good place to meet people because I wanted to be in a band. I got there, got to this big place, Ramsey Hall, it was called, Tottenham Court Road. That block hasn't changed a bit. That was where we lived. Looks quite bucolic now, doesn't it? It didn't look like that then. I remember the first day I got here, a tramp was sick outside my room. Lots of musicians in this hall, weren't there? 5 or 6 bands were spawned in our year. There was a lot of sniffing out at the beginning, wasn't there? Like, oh, who does what? Who's a guitarist? There was a bass player on the 3rd floor. Chris was like this massive ball of energy and hair. Yeah, I remember he had very long hair, quite unlike anyone I'd ever met before. I would always be showing off and saying, oh, I play songs to anyone that would listen, you know. I love you, Jim, you are a geezer. I don't mind in the slightest that you look just a little bit like Julius Caesar. I've got you. It was very, very funny when, you know, he was the life of the party. Everybody knows. Even though he's got a slightly rolling nose. He was just waiting for someone to click with, and fortunately, that was you. Back in 1996 when we met, I didn't think Johnny spoke at all. He was just this stoned guy in the corner that if you said something, he would just, like, smile. Yeah, we got on pretty well straight away, but, you know, you can't start playing music on your first date. I came to London solely to find some people to be in a band with and make music. 4 years. It's now the 26th of June, 1998. By the 26th of June, 2002, the Coldplay, or the band, whatever they're called then, will be known just all over, man. We're so proud. So Spinal Tap, Guy, Will, John and Chris. Don't you forget. Massive. Absolutely huge. On peut dire tout ce qu'on veut sur Coldplay, mais on peut pas nier l'immense impact du groupe là au fil des 25 dernières années. Dénigré par les uns, adoubé par les autres, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais une analyse mesurée sur ce groupe là. C'est vrai que parfois lorsque tu écoutes les projets qui sont sortis après la Viva la Vida, on peut coincer des dents, surtout le dernier là, avec cette collaboration insupportable avec Burna Boy. Oh là 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 là, c'est vrai que l'album là, oh non de Dieu, même le son avec Burna Boy et Little Sims, oh c'est c'est comme si tu avais bu tout un kilogramme de Nutella et le lendemain tu as t'as toute une diarrhée qui t'a mis mal. Excusez-moi un peu pour la description un peu dégueulasse que je fais là, mais waouh, c'est trop pop. Donc, je peux comprendre parfois un peu qui génère un peu cet agacement là, mais moi personnellement,
c'est l'année passée où je me suis véritablement intéressé au groupe. Je me suis véritablement intéressé au groupe lorsque j'étais en train de faire le sujet que vous voyez là, le sujet sur Jeff Buckley. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, je mettrai le lien en description. Et aussi le sujet que j'ai fait avec son père. J'ai fait avec son père la Dream Border là, qui sort là. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à mettre, je n'hésiterai pas à mettre un lien en description pour le voir. Je pense que c'est des sujets intéressants. Et j'étais tombé sur cette interview là. One of the key people who's responsible for us being a band is probably Jeff Buckley. Okay. I think his music was so powerful and like hard hitting for most of us in the mid and late 90s. That's when we were getting the band together, and I think I certainly found a lot of inspiration in it. I mean, to the point of trying to actually sound like him for the first few singles. Yeah. Et je vais vous avouer que ça m'avait surpris. Je n'imaginais pas que Chris Martin et les membres du groupe de Coldplay étaient des fans absolus de Jeff Buckley comme ça. Donc ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, c'est vrai que je me suis jamais intéressé au début. Comment le groupe s'est fait, comment ils se sont rencontrés, quelle est la musique qu'ils faisaient avant. Parce que souvent j'ai l'impression que les gens, ce genre de groupe-là, ils ont souvent leurs premiers albums sont souvent meilleurs que les albums qui ont suivi après. Et je suis parti un peu à m'intéresser un peu à l'histoire du groupe et je suis tombé sur ce documentaire-là qui était sorti en 2015 qui s'appelait A Head Full of Dreams, qui était un documentaire sur l'album justement qui portait le même nom. Et ils avaient, si je me trompe pas, ils avaient fait ce documentaire-là. Et c'est là où j'ai découvert un peu la personnalité un peu des personnages et surtout la personnalité de Chris Martin qui m'a marqué. Je n'avais pas l'image du gars comme ça parce que bon, je dois vous avouer, je ne m'intéressais pas véritablement au personnage. Je voyais même ses amitiés, même comme c'est un ami proche aussi de Wannabe Basquiat, donc j'avais un peu un regard un peu bizarre sur le gars parce que c'est un ami proche de Wannabe Basquiat, comme vous pouvez voir les images. Et Wannabe Basquiat aussi, pour cette petite parenthèse, qu'il appelle le Shakespeare des temps modernes. Je me demande bien ce qu'il a bu pour lui dire ça du gars. Shakespeare des temps modernes, faut pas exagérer. Je sais que c'est ton pote. Je sais que vous avez beaucoup de relations personnelles et business aussi. Il t'a supporté aussi à l'époque dans ta connerie de Tidal. Et aujourd'hui, à l'époque, tu nous expliquais qu'il est Shakespeare des temps modernes. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte là et tout. Parenthèse refermée. Et j'ai découvert un peu la personnalité de Chris Martin que je trouve que c'est... J'ai compris pourquoi les gars agacent autant. Et je vois que c'est important. C'est excessivement positif, qui croit à ses capacités, qui croit en fait. Il aussi en anglais speak to existence, c'est un peu que le groupe va devenir un grand groupe et autres et tout. Et qui je trouve aussi qu'il a une certaine humilité, pas une humilité feinte, une fausse humilité parce qu'il est devant les médias et tout, mais une humilité que j'ai pu recouper un peu avec les divers, non seulement en regardant le documentaire, mais les diverses interventions que j'ai vues un peu dans mes recherches, notamment un peu comment on appelle ça, cette interview d'un des ingénieurs son du début là qui s'appelait Nikki Rossetti, je pense, cette femme là, qui disait à quel point, comme vous le voyez apparaître sur votre écran là, que Chris Martin était quelqu'un de très gentil, très perfectionniste, très gentil et tout le temps en train de s'excuser quand il faisait une erreur à l'ingénieur de son. Il avait toujours ce côté là, donc c'est quelqu'un qui est bienveillant, voilà, c'est quelqu'un que tu sens qu'il est bienveillant avec les gens, c'est très bienveillant avec les gens. Et Coldplay aussi, ce qui me marque avec eux, c'est que avant même la musique, c'est des amis, c'est vraiment d'abord des amis. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont duré autant longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont duré longtemps. Il y a très peu de gars qui ont quitté le groupe. Ils ont à peu près... Tous les membres du groupe sont là. Et même le manager du début, qui était parti un peu à un moment donné parce que... comment on appelle ça, la pression un peu de gérer un peu tout pour le groupe devenait intense. Il est revenu après. Donc
ils ont toujours le même cercle d'amitié, et c'est pour ça ils ont duré autant longtemps. Et c'est d'abord l'amitié et tout. Et je peux comprendre un peu dans ce monde un peu cynique dans lequel on vit, ou dans ce monde où le cynisme est beaucoup plus valorisé que l'optimisme, ils agacent un peu avec le succès, avec tout ça là, ça agace un peu. Mais je pense que cette lecture un peu sur le groupe là gâche un peu comment on doit les regarder vraiment. Je ne dirais pas après la fin de cette vidéo que Coldplay est le plus grand groupe de tous les temps. Je ne dirais pas que Coldplay a changé les règles de la musique et tout. Mais quand tu écoutes les interviews de Chris Martin, la plupart des interviews qu'ils ont fait, c'est des mecs qui savaient qu'ils n'étaient pas les meilleurs musiciens du monde. Et leur objectif n'était pas de devenir les musiciens les plus brillants du monde. Leur objectif, c'était simple, c'était de devenir le groupe le plus populaire dans le monde. Et ils l'ont réussi. C'était ça qu'ils cherchaient. C'était juste ça qu'ils cherchaient. Et quand je revois un peu encore le parcours qui est assez particulier, tous ces amis universitaires, je crois que c'était cette université de Londres un peu là où vous voyez apparaître là, où ils se sont rencontrés très jeunes, ils donnaient des concerts. Leur premier groupe, le nom de leur premier groupe s'appelait Big Fat Noise et tout. Et avec un aussi de leurs amis, justement celui qui est encore qui est encore le manager, qui est redevenu leur manager, il s'appelle Phil Harvey, qui est un des amis, je pense, de Chris Martin ou d'un des membres du groupe, je ne sais plus exactement dans l'histoire, qui avait participé à financer le premier EP qui s'appelait Safety, qui était sorti complètement en indépendant, avec leurs propres ressources. Je crois que le Phil Harvey avait demandé à son père de lui prêter genre $1500, un peu, si je me crois un peu, c'est l'histoire, pour pouvoir sortir un peu comment on appelle un peu ça, des disques un peu pour les vendre et tout. Ils avaient sorti plus de 500 disques et tout. Et Safety était un EP vraiment très très bon, qui était un peu dans la vibe un peu musicale de l'époque. C'est-à-dire que Safety, le EP, c'est un peu dans la vibe musicale de l'époque, parce que quand on est à cette époque-là, dans les années 90, il y a la Britpop qui est complètement, qui prédomine un peu la musique, en Angleterre un peu. En Angleterre, tous les groupes de Britpop sont là. Je parle de Oasis, je parle de The Verve, je parle de Suède, je parle de Stone Roses, je parle de Blur, je parle de énormément de ces musiques-là. Et pour les gens qui ne savent pas un peu. Et un autre groupe encore, ça, en parenthèse, j'aimerais faire un sujet même sur eux, parce que c'est un des groupes de Britpop les plus sous-cotés. Comment il s'appelle encore, les gars là? De Bo Radley, Giant Step. Je vous conseillerais cet album-là pour ceux qui sont fans un peu de Britpop là. C'est pour moi un des aussi brillant que l'album de Stone Rose. Aussi brillant de l'album de Stone Rose de Ian Brown là. Allez écouter Giant Step. Pour des fans de Britpop et tout, c'est un des albums les plus sous-cotés. Le truc qui n'a pas eu de succès parce que bon, il y avait une avalanche de groupes à cette époque-là. C'était très compliqué pour que ces groupes-là puissent exister. Et quand tu écoutes un peu le EP, c'est ça. Mais bon, je pourrais aussi revenir un peu à expliquer un peu aux gens un peu c'est quoi la Britpop. Un peu la Britpop, un peu c'est un genre de musique alternative rock qui s'inspire un peu de la psychédélie rock un peu des années 60 un peu, mais c'est un peu avec de l'indie rock. Un des groupes un peu pionniers un peu de ce genre musical, c'est le groupe de Andy Padrick là, XTC. Pour ceux qui les connaissent un peu, je sais que bon, pour ceux qui s'intéressent à la Britpop, vous devez connaître ces gars-là. XTC, que j'ai pas suivi toute la discographie, mais il y a un seul album que j'aime du d'eux, c'est Skyliding. Là où il y a l'album, là où il y a le son, ce fabuleux morceau là, Dear God. Dear God, qui a un peu un son, si je me trompe pas, fabuleux son, hein, fabuleuse écriture, fabuleuse mélodie, fabuleuse truc, mais bon, si tu es religieux, tu vas pas aimer le son là. C'est un son qui a eu beaucoup de polémiques même d'ailleurs. C'était un son, on va dire un son pour les athées. Si tu es religieux, tu vas pas aimer ce son-là. Comment je l'avais découvert? Je crois que c'était Tricky qui avait fait une cover de ça. C'est comme ça que je l'avais découvert après. Donc c'est un peu ce groupe-là. Il y a un autre groupe un peu que je pourrais citer. Je pense que c'est du Kinks. Je pense entre autres du Kinks et XTC. C'est un peu les deux groupes un peu pionniers un peu de ce genre-là. Et après dans les années 90, il y a les Stone Roses, il y a les
Las, il y a eu Oasis, etc. un peu qui est un peu plus populaire. Elastica aussi que j'aime beaucoup. Les filles là, elles étaient bien. C'est là où ce genre-là. Britpop était un peu la contrebalance un peu de ce que la grunge était aux États-Unis à Seattle. Et la Britpop était un peu la version un peu de la musique grunge un peu, mais pour les Anglais. C'est un peu comme ça que je vois. Pour les Anglais, les Londoniens un peu middle class. Je dirais pas middle class, mais entre middle class et parfois prolétaire middle class un peu, si je vois un peu blanc. Et c'est un peu comme ça que ces musiques-là. Et quand tu écoutes les deux premiers EP de Coldplay, les deux premiers de Coldplay, tombe ça, Safety, et le deuxième Blue Room aussi, qui était sorti entre 98 et 99 là. Le premier qui avait été sorti un peu en indépendance, et le deuxième qui avait été sorti sur le label Parlophone, qui est un label allemand un peu qui est basé en Allemagne et qui est un label avant tout généralement historiquement sur le jazz. Cet album là avait été vraiment dans la registre du Britpop et tout, et il y avait déjà des morceaux qui m'ont retrouvé dans l'album. Je pense que le morceau Don't Panic, et le deuxième encore je l'oublie encore, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, c'est I truc qui va se retrouver dans l'album Parachute maintenant. Parachute, ce qui me plaît dans Parachute, c'est que c'est un album qui s'inspire de plus ou moins... C'est-à-dire que quand tu écoutes Parachute, tu comprends que les gars à l'époque essayaient de faire un peu Radiohead Kid A. L'album Radiohead Kid A. Mais ce qui me parle, parce que je sais que c'est un peu un truc qui a beaucoup, j'ai vu un peu les articles au fil du temps. Coldplay et Radiohead, un peu un groupe qu'on a essayé de comparer. Un peu ensemble. C'est-à-dire que les gens disaient que ouais, Coldplay c'est un peu les gars qui imitent Radiohead, ou encore que Radiohead est plus important que Coldplay, ou bien que Coldplay est plus important que Radiohead. Moi, si tu écoutes un peu la musique et que moi qui ai un peu suivi les deux albums, la Parachute et Kid A de Radiohead et Parachute, tu peux pas comparer Radiohead et Coldplay. Radiohead est largement meilleur. Radiohead est largement meilleur que Coldplay, beaucoup plus expérimental. Tom York n'est pas quelqu'un, le leader de Radiohead, je veux dire, n'est pas quelqu'un qui a le même mindset que Chris Martin. Chris Martin cherche à être plus populaire. Et Tom York cherche à être beaucoup plus révolutionnaire. Même quand tu regardes les groupes qu'il a fait là, The Smile, Atom for Peace et tous ces groupes-là, Atom for Peace et tous ces groupes-là, et la vision musicale, il est beaucoup plus dans quelque chose. Et Kid A représentait un peu ce truc-là où ils essayaient de mettre musique électronique et musique un peu alternative rock. C'est un peu ce qu'ils ont pu user un peu, les gars de Coldplay, mais un peu au rabais. Ça se voit même sur cette séquence-là que j'aime beaucoup, où ils parlent de toutes leurs influences, que ce soit des influences de Leonard Cohen, comment il s'appelle encore, de Radiohead, de Ma Bloody Valentine, cette séquence-là où ils expliquaient comment justement ils essayaient de faire des rip-off. Regardez là. Track by track? Yeah, it's a pleasure doing an interview with someone who's good at it. No. It just makes it so much easier. You familiar with these two? I am certainly. These are all right. Let's quickly through the makings. Don't Panic. Tell me about that song. Terrible. Come on, you don't believe that, do you? No. Okay. Shiver. Trying to rip off Jeff Buckley. Trying to rip off Radiohead. Parks. Trying to rip off Leonard Cohen. The quicksand and the clay and a woman. Et dans cette séquence-là, c'est comme ça que tu vois, pour moi, Coldplay, c'est des gens qui ont essayé d'imiter des gens beaucoup plus brillants qu'eux, et c'est sorti ça. Et Parachute, c'est un peu un Kid A au rabais, mais qui n'est pas si déplaisant à écouter. Qui n'est pas si déplaisant et qui est beaucoup plus accessible à écouter pour le grand public.
c'est pas quelque chose de mauvais. Et c'est pas quelque chose de truc. Et ce qui me plaît aussi, c'est que quand tu écoutes l'interview de Chris Martin, il s'est jamais mis au-dessus des gens dont il s'inspire, ou il s'est jamais vu comme quelqu'un qui est un gars révolutionnaire. Quand vous regardez la plupart des interviews, comme même là, il dit Radiohead est au-dessus de nous. Mais nous avons beaucoup plus d'attractivité. C'est ça. Coldplay, c'est pour ça que j'ai un peu de l'affection aussi quand même pour ces gars-là. Même si je peux comprendre l'agacement un peu sur la musique parfois qu'ils arrivent à faire. C'est que c'est des gars qui n'essayent pas de se prendre pour d'autres. Ils savent quelles sont leurs qualités. Ils savent qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs musiciens au monde. Mais ils essayent de s'inspirer des génies et ça sort Coldplay. Et ils savent avoir une formule qui peut plaire au plus grand public et tout. Et Parachute, cet album-là résume parfaitement le groupe. Un album qui puise son essence vers des influences fortes d'artistes beaucoup plus brillants qu'eux. Tous les gars que j'ai cités, Mabloody, Valentin, etc. Mais qui a une attractivité beaucoup plus grande. C'est comme un peu, je sors même encore de l'album Parachute, il y a ce son là, In My Place, qui était dans le deuxième album là. C'est une version rabais de Karma Police. C'est ça Coldplay. C'est ça Coldplay. Et moi, ça me dérange pas trop, parce que, comme je dis, c'est des gars qui assument vraiment le fait de ne pas être des musiciens extraordinaires. Des musiciens extraordinaires dont je ne comprends pas souvent l'agacement un peu. L'agacement, je pense que c'est par rapport au succès. Comme ils ont un succès monstrueux, comme ils ont un succès un peu grandiloquent, les mecs commencent à tomber dessus. Mais c'est vrai aussi que les albums qu'ils ont sortis, les derniers projets, ils ont un peu abusé, quoi. Ils ont un peu abusé, c'est trop accessible, c'est trop... En tout cas, pour des gars comme moi, c'est trop accessible, un peu. C'est trop accessible, tout. Moi, j'ai besoin un peu... C'est pas pour faire le hipster, hein. Souvent, les gens me classifient comme ça, la hipster, mais c'est vrai que quand tu aimes un peu les gars qui expérimentent vraiment, quand tu écoutes après les derniers albums qu'ils font, tu dis, bon, c'est trop... Comme on dit, easy listening, à la barre. Bon. C'est trop easy listening, c'est trop radio-friendly, c'est vraiment objectif, il faut avoir de la popularité là. Et parmi alors les gens qui ont travaillé dans ces albums-là, cet album avait été mixé par dans la production par Chris Allison, qui était déjà celui qui était venu mixer à partir du deuxième EP qui s'appelait Blue Room, qui avait apporté un peu une autre touche dans son mix qui était beaucoup plus développé que le mix de Safety qui est dans le premier EP, où il travaille avec Nikki Rossetti, cette femme que vous voyez là. Et il n'était pas trop content de la première version de l'album, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé avec un deuxième gars qui s'appelait Ken Nelson, dont je ne connaissais pas du tout avant de m'intéresser justement à l'écoute de Parachute, qui a un peu plus polish un peu le travail et qui l'a rendu un peu beaucoup plus... Franchement, Parachute, je dois vous avouer que c'est un très bon album pour un début. Très bon album un peu pour un début. C'est un album qui peut être nostalgique un peu pour les gens d'une certaine génération qui ont grandi avec un peu Coldplay à l'époque là. Souvent les mauvaises langues disent que bon, la musique de Parachute et de Coldplay, c'est un peu la musique pour vidéo de mariage. Ça m'a un peu fait rire. Je sais pas où j'ai vu ce commentaire. C'est pas, j'ai vu ce commentaire quelque part là, ça m'a éclaté de rire. J'ai vu sur un forum ça m'a fait éclater de rire. Mais je trouve que c'est un peu injuste de juger le groupe là. Je trouve que c'est un peu injuste de juger le groupe là, comme ça. C'est des gars qui ne se prennent pas pour d'autres. C'est des gars qui ne se prennent pas pour d'autres. Et je pense que si vous commencez à regarder à Coldplay, pour ceux qui sont vraiment, en tout cas, surtout le premier album là, je pense que c'est j'ai l'intime conviction que c'est la meilleure chose qu'ils ont jamais fait. Je vais encore essayer de découvrir d'autres. Je me dis souvent que, les gars savent faire ce qu'ils savent faire. Sans pour autant se prendre pour d'autres, sans pour autant penser qu'ils révolutionnent quelque chose. Ils savent reconnaître vraiment, reconnaître le talent qu'ils ont.
c'est-à-dire qui n'est pas extraordinaire. Et dans l'histoire de la musique, les groupes qui ont duré longtemps, c'est pas forcément les groupes qui étaient plus extraordinaires. Je vais prendre même un exemple de Stone Roses. De Stone Roses, c'est beaucoup plus brillant que Coldplay. Mais ils n'ont pas duré, ils ont fait qu'un album. Parce que les égos sont surdimensionnés, parce que les personnages sont, il y a énormément d'ego et il y a énormément de tragédie. C'est pour ça que tu vois souvent certains groupes qui ne durent pas, ils ont fait 1 ou 2 albums. Après, il y a plein de groupes comme ça. J'en ai pas en tête comme ça, mais il y a plein de groupes que je connais qui sont, les musiciens sont brillants, mais ça finit toujours mal. Les gars se fâchent. Je vais ressortir un peu en post-prod peut-être parce que ça va me revenir un peu sûrement en post-prod, mais il y a plein de groupes beaucoup plus brillants. Ils ont fait juste un album. Je vais prendre un autre. The Smiths. The Smiths, pourquoi ils ont eu que ces albums-là? Parce que Johnny Marr et Maurice, ça s'est fâché après. Et pourtant, quand tu m'écoutes The Smiths par rapport à Coldplay, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Souvent, les gens qui ont un talent moindre et qui ont un objectif juste de devenir populaire et qui ont une amitié plus forte, qui n'est pas une amitié seulement uniquement basée sur la musique, mais qui a une amitié qui a une amitié hors musicale, souvent ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps et je trouve que la histoire n'est pas mal un peu. La histoire n'est pas mal un peu. Maintenant, c'est vrai qu'on peut revenir. Et c'est vrai aussi que ça me prouve aussi une chose, c'est toujours parmi les premiers albums, les groupes populaires comme ça, c'est toujours le premier album où tu vas trouver les choses les plus intéressantes musicalement. Je vais prendre un peu un exemple un peu avec Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, au début c'était génial, hein, musicalement. Behind the Front, après l'album avant Behind the Front dont j'oublie souvent là, c'est les meilleurs albums du groupe. Quand il y a eu Elem Funk avait fait, c'est là où c'est devenu beaucoup plus pop, beaucoup plus accessible, beaucoup plus truc. Et c'est là où ils ont eu paradoxalement le plus de succès. Mais globalement, c'était leur premier album. Limp Bizkit aussi. Si je vois un peu vers ce qui est néo-metal là. Les gens, souvent dans les cercles de métal, souvent, aiment beaucoup se moquer de l'album Chocolate Starfish là. Mais avant ça, il y avait un album là qui était sorti en 97 qui s'appelait Trip dans le Ville. Il était largement meilleur que l'album qui a été beaucoup plus populaire que Chocolate Starfish. Parce que souvent au début du groupe, quand le groupe, les gars n'ont pas d'argent, ils n'ont pas beaucoup de sous et tout, il y a une créativité encore qui est là. Après le moment où ils essayent de devenir populaires et tout, ils commencent à trouver la formule. Ils deviennent radio-friendly, souvent des trucs. C'est pour ça que je respecte souvent ceux qui ont réussi à arriver, en gros, les groupes comme Radiohead, c'est bien des artistes un peu comme Kendrick Lamar ou des gars comme David Bowie qui ont réussi à avoir de la popularité tout en gardant une certaine forme d'intégrité artistique tout là, c'est très rare. C'est pour ça que c'est des gars que je respecte énormément souvent. Mais parfois, souvent, quand tu es un artiste, tu as envie de manger rapidement, tu veux pas trop galérer, tu dis bon, ok, je vais faire quelque chose de facile qui va faire que les gars mangent le plus, ça me donne à manger et tout. Donc, voilà, et Coldplay un peu. C'est un peu ça dans l'histoire. Et Parachute, c'est un album que je vous recommande bien, hein. C'est un album que j'ai trouvé ça, c'était agréable à suivre. C'est pas forcément l'album le plus révolutionnaire du genre. Je pense que Stone Roses en a fait un meilleur, ou bien Blur, ou bien Elastic en fait mieux que eux, mais au moins c'est très agréable à suivre et j'ai l'impression que c'est des personnages sympathiques. Chris Martin, il m'est très sympathique. Je veux pas me dire que je ne sais pas juger le caractère des gens. Je pense avoir un très bon juge de caractère des gens. C'est vraiment un mec qui a l'air bien. Et les gens de mecs comme ça, là, je n'aime pas qu'on essaye toujours de les bâcher parce qu'ils ont un côté optimiste, positif, où ils essaient souvent de voir le bon côté de la vie. Même si moi, c'est pas ma personnalité, mais j'aime parfois ce genre de personnes-là, comme ça. Tout. Parce que je trouve que les gars tabassent sur les mecs un peu trop. Oui, je trouve. C'est un peu trop violent ce que je dis. Mais bon, c'est vrai. C'était mon petit sujet un peu sur Coldplay, Parachute. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas
à liker. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon. C'est un sujet Patreon à la base qui va peut-être encore revenir après sur la chaîne principale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Patreon. J'ai vu qu'on a encore gagné des abonnés sur la chaîne Patreon. Merci à vous. Ça permet d'avoir des financements. Avant que la chaîne devienne monétisable. Merci encore à vous et tous les abonnés. En tout cas, nous avons encore quelques sujets qui apparaissent devant vous là. Et voilà quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à What is you and your band's why? Why have you guys kept going for so long? Why do you continue to make music? Like, what is the reason you get up and why do you keep doing this specifically? That's a brilliant question. First of all, music for me is a form of survival, and I live it. I live for it and I love it. It's my way of making sense of things and talking about the things I care about. And with the band, there's just something that we have together that I can't get on my own. We're not the best musicians in the world, we're not the most talented people, but we have something unique together. So we've learned from bands before us what keeps bands together and try to stick to those things. And the main thing is that we really love it, we really love each other, and we really love meeting and singing for people all over the place because it makes us feel connected to the earth and to other humans. It was a pleasure to meet you. Hey man, what a pleasure. Thank you. Thank you. It's an honor. Thank you for your piece on Jeff Buckley's Hallelujah. Thank you so much. That's further proof to see that if something's good, it will find a way.